Et on se retrouve dans Enjeu Patrimoine. Aujourd'hui, on va parler du baromètre de Mazars et FPF sur les grandes tendances du crowdfunding cette année. C'est la 5e année consécutive que ce baromètre de référence du financement participatif est publié. On va donc se demander ensemble si le crowdfunding est toujours un succès et quelles sont les grandes tendances qui se dégagent cette année dans un contexte économique un petit peu compliqué. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Florence de Maupoux, directrice de Finances Participatives France. Bonjour. Bonjour Pauline. Et Bertrand Desportes, associé chez Mazars. Bonjour. Bonjour Pauline. Alors commençons tout de suite peut-être avec les chiffres clés du rapport. Bertrand Desportes, que peut-on dire sur la collecte cette année? Quelles sont les grandes tendances qui se dégagent? Alors 2023 a été une année pleine de contrastes pour le crowdfunding qui enregistre pour la première fois dans son histoire une baisse de moins 11,3%. Et pour analyser cette baisse, il faut regarder les différentes tendances sectorielles. Et la première d'entre elles, de manière assez marquante, c'est l'immobilier qui a enregistré un repli de moins 28%. Tout le secteur a souffert, on va y revenir, du promoteur immobilier en passant par le marchand de biens jusqu'à l'agent immobilier. Le crowdfunding n'échappe pas à cette réalité et a enregistré un véritable repli. Mais dans le même temps, il y a des dynamiques positives et la première d'entre elles, je dirais que c'est l'ENR, le financement de la transition énergétique. Les développeurs d'énergie renouvelable, que ce soit en photovoltaïque, en éolien, en biogaz ou encore en hydroélectricité, ont un financement qui a été positif cette année, plus 12%. Et une dernière thématique sectorielle, au titre de l'innovation. L'innovation a vraiment bien marché cette année, plus 78%. Ce qui nous amène finalement à une photographie, je dirais, d'ensemble qui est très contrastée, pleine de nuances. Et ce qui nous permet d'échapper peut-être aux commentaires monolithiques de la baisse de l'immobilier. Finalement, le crowdfunding a été très très varié cette année et on va pouvoir revenir dessus. Je dirais encore d'un mot, il y a les projets, le nombre de projets. On est à plus de 150 000 projets cette année, 157 000. Et ça, c'est particulièrement frappant. Ce qui veut dire que le crowdfunding s'inscrit bien dans les circuits de financement de l'économie et par ailleurs, et en adéquation avec les aspirations des Français, un financement de proximité, de la transparence, de l'impact. Évidemment, pour 150 000 projets face à 2 milliards, ce n'est pas que des gros projets, c'est des projets qui sont souvent de petite taille, liés à l'artisanat, au micro-entrepreneuriat, à la solidarité, mais c'est des projets à impact, qui ont de l'impact là où ils ont lieu. Et ça, c'est important. J'en ai terminé pour ce panorama d'ensemble, mais je pense qu'on va pouvoir rentrer dans les différents Tout sujets. à fait, on va rentrer dans le détail dans un instant avec Florence de Maupoux, notamment sur la collecte immobilier. Mais juste avant, j'aimerais qu'on fasse un point très rapide sur les différentes manières d'investir. Donc, il y a le financement participatif en dons, en prêt et en investissement. En 2-3 mots, est-ce qu'on peut revenir, Bertrand Desportes, sur ces 3 modes de financement? Il y a 3 verticales dans le crowdfunding, vous les avez rappelées. Le don, vous êtes vraiment sur une... Il n'y a pas de logique d'épargne, vous êtes vraiment sur une logique de don avec ou sans contrepartie. Éventuellement, il y a une contrepartie quand vous financez par exemple des projets artistiques. Et là, dans ce cas-là, vous pouvez avoir un autographe, une place dédicacée, etc. Le prêt, il y a le prêt classique et le prêt sous forme obligataire qui concerne tous les secteurs d'activité et qui est, je dirais, prépondérant dans le crowdfunding puisque cette année, sur les 2,1 milliards évoqués, c'était 1,7 milliard au titre du prêt, là où le don évoqué juste avant, c'était plutôt 160 millions. Et enfin, il y a l'investissement. Là, on est vraiment dans le capital des entreprises, donc on prend un risque capitalistique puisqu'on devient co-actionnaire de l'entreprise financée et ça a représenté 267 millions sur l'année 2023. Ok. Donc je vous propose qu'on rentre dans le vif vraiment du sujet du baromètre. Florence de Maupoux, on a eu le portrait avec Bertrand Desportes sur une collecte de l'immobilier un petit peu en recul. L'immobilier, c'est la locomotive du financement participatif. Comment on explique ce recul, Florence ? Oui, alors en effet, comme vous le dites, depuis quelques années, l'immobilier est vraiment prépondérant dans le secteur du financement participatif. Et comme l'a mentionné Bertrand, il y a eu un recul en 2023 de la collecte, puisqu'on a eu une collecte de 1,1 milliard d'euros pour le secteur de l'immobilier versus 1,6 milliard en 2022. Donc une baisse de la collecte de 28%. Sur l'année 2023, qui s'explique de manière assez naturelle, par effet de ricochet, parce que le secteur de l'immobilier a connu une année difficile, avec une forte hausse et une hausse très soudaine des taux d'intérêt,
qui a entraîné pour les ménages français des difficultés à acquérir un bien immobilier. Donc il y a eu beaucoup moins de ventes de biens immobiliers de la part des promoteurs ou marchands de biens, et ce qui explique du coup des projets qui sont plus compliqués à vendre, ou alors sur lesquels la marge est beaucoup plus faible. Donc les promoteurs, les acteurs du secteur de l'immobilier vont attendre pour vendre le bien immobilier pour pas trop rogner sur la marge initiale qui était prévue. Ce qui fait que c'est ce contexte difficile du secteur de l'immobilier a affecté le crowdfunding, les plateformes qui intermédient des projets immobiliers. Et on a vu aussi les tendances ces derniers mois, ces dernières années. C'est aussi un repli des plateformes plutôt vers des marchands de biens que de la promotion immobilière. Donc ça, on est sur 60% de marchands de biens versus 30% de promotion immobilière, et puis après on a un peu d'aménageurs fonciers ou d'immobilier fractionné aussi. Mais voilà, c'est un peu ce qui se dessine sur le secteur de l'immobilier. C'est une baisse de la collecte pour la première année. Et à contrario, on a eu une hausse de la collecte sur ce que vous disiez, Bertrand Desportes, sur les énergies renouvelables. Comment on explique cette hausse sur les ENR, Bertrand ? Alors c'est vraiment une thématique dans l'air du temps. Puis par ailleurs, il faut voir que les développeurs d'énergie renouvelable, encore une fois sur le biogaz, le photovoltaïque, l'éolien, y voient un intérêt de financement, mais aussi pour embarquer la population locale à ces projets-là. Donc il y a aussi un levier d'acceptabilité qui est trouvé par le crowdfunding, puisqu'on associe la population locale, non seulement à l'intérêt économique du projet, mais aussi au fait de participer à quelque chose qui a du sens pour eux. Donc ça a beaucoup marché. Puis il y a des plateformes françaises qui sont particulièrement dynamiques sur le sujet. On peut parler d'Enerfip, l'Endosphère, l'Endopolis, l'Humo. C'est vraiment de belles success stories qui embarquent le secteur à la hausse pour atteindre plus 12%. Donc c'est particulièrement remarquable. Dans le contexte, il y a peut-être aussi une action des investisseurs d'aller diversifier leur investissement et justement de mettre peut-être un peu moins dans l'immobilier, parce que l'immobilier connaît des prorogations, des remboursements, et d'aller aussi sur d'autres actifs. Et les énergies renouvelables ont en effet quelque chose d'assez sécurisant, parce que parfois il y a derrière des gros développeurs d'énergie renouvelable qui proposent des financements de projets photovoltaïques, éoliens ou que sais-je. Mais du coup, il y a aussi cette démarche, je pense, des investisseurs d'aller chercher d'autres actifs financiers. Oui, il y a une vraie qualité de signature sur ces acteurs-là, qui sont solides financièrement, qui ont de la vision, de la prévisibilité sur leur business plan, et c'est des projets qui sont globalement très rentables. Donc en fait, il y a un intérêt économique immédiat pour les... C'est ce qui séduit l'épargnant, en fait. C'est ce qui séduit l'épargnant, oui. Il y a aussi une autre tendance qu'on peut évoquer, c'est le crowd equity. Plusieurs questions me viennent. Déjà, Bertrand ou Florence, n'importe, qu'est-ce que c'est le crowd equity, Florence ? Alors, c'est devenir actionnaire d'une entreprise. Crowd, toujours la foule. Equity, c'est le capital. Donc, faire du crowd equity, c'est que moi, en tant que particulier, je deviens actionnaire d'une entreprise, d'une start-up, et je peux devenir actionnaire à partir de 50, 100 euros généralement, c'est le seuil limite proposé sur les plateformes. Et donc, je prends une part du capital de l'entreprise. Mais ça séduit donc de plus en plus. Pourquoi c'est si populaire, Bertrand Desportes, le crowd equity ? Il y a cette idée d'être co-investisseur, d'être au capital d'une entreprise. Il y a des écosystèmes d'innovation extrêmement dynamiques en France. Ça participe beaucoup. Puis il y a la popularisation progressive de ce mode d'investissement. Il y a des émissions grand public qui ont beaucoup joué. Et pour 2024, on peut déjà l'annoncer, il y a le dispositif du député Paul Midi sur les jeunes entreprises de croissance et les jeunes entreprises de rupture, qui va vraiment favoriser aussi cet engouement vers le capital, vers l'investissement au capital, avec un dispositif fiscal tout à fait avantageux, puisqu'on peut aller défiscaliser de 30 à 50% sur l'impôt sur le revenu. Et ça, c'est tout à fait positif pour le secteur du crowd equity. Ouais. Et là, ça séduit aussi, cette remise d'impôt, ça séduit l'épargnant aussi ? Ça devrait concourir à le séduire. Et puis le crowdfunding, via l'equity,
est quasiment le seul levier qu'a un épargnant particulier d'aller sur du capital, parce que les fonds de commun de placement à risque ont des tickets d'entrée qui sont très élevés. Là, sur des plateformes, vous pouvez descendre sur ce qu'évoquait Florence, des tickets à partir de 100 euros. Ils popularisent quand même beaucoup, ce qui rend accessible l'accès au capital. Parce que si vous avez une logique de business angel, vous devrez aller mettre des tickets beaucoup plus élevés. Là, le crowd equity pour 100 euros, parce que le crowd equity monte en fait des holdings de participation qui vont investir dans le capital, fait que vous pouvez avoir sur la ligne de départ beaucoup plus d'épargnants investisseurs. Et il y a du coup un accès qui est facilité. C'est vrai que c'est important de le mentionner, qu'il y a... Pour une entreprise, c'est pas forcément accueillir une centaine de nouveaux tout petits actionnaires à leur board, parce qu'il y a souvent, dans 90% des cas, il y a une holding qui rassemble cette foule d'investisseurs particuliers, et ce qui permet d'avoir une gestion aussi pour l'entreprise qui fait une levée de fonds en crowdfunding, en crowd equity, ça permet d'avoir une gestion un peu plus facile. Et c'est aussi un très bel outil de communication pour une entreprise qui va faire une campagne en crowd equity, parce qu'elle peut, en fait, ça lui permet aussi de communiquer largement sur ce qu'elle fait, sur ses produits, et ça lui permet aussi de proposer à ses salariés de devenir actionnaires de l'entreprise. Donc c'est une démarche en termes de communication et de valorisation de l'entreprise qui a aussi, je pense, le vent en poupe en ce moment. Dernière question très rapide sur l'agrément PSFP. Les plateformes, donc depuis novembre dernier, sont obligées de détenir l'agrément PSFP, donc prestataire de services de financement participatif. Très rapidement, Bertrand Desportes, qu'est-ce que ça a changé pour les plateformes ? Ça a changé, ça a professionnalisé le secteur. Maintenant, elles ont des obligations de fonds propres réglementaires, de contrôle interne, de dispositifs de gestion des risques. Et puis pour l'épargnant, c'est plus sécurisant parce que l'épargnant, il va y avoir une séparation entre les investisseurs avertis, non avertis, avec des modalités d'accès qui sont plus sécurisées et plus jalonnées. Donc c'est positif. C'est aussi passeportable. Et c'est aussi le passeport. Tu as raison, Florence, de le mentionner. C'est un accès à l'Europe facilité pour les plateformes qui permettent à chacune des plateformes qui ont ce PSFP d'aller vers l'Europe sans être obligé de s'implanter sur place. A contrario, ça va aussi amener de nouveaux acteurs en France qui ont eu dans leur pays d'origine le PSFP. Voilà. Merci beaucoup Bertrand Desportes, associé chez Mazars, et Florence Demaupout, directrice de Finance Participative France. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP.